Un an après, nous allons aux Baléares. Nous découvrons à ce moment-là le côté voyage en voilier au sens propre. Nous descendons plus au sud que nous ne l'avions fait précédemment pour arriver à des endroits inconnus. Manger la Costa Brava est une expérience magnifique. Une jolie côte avec des couleurs un peu hautes. Très joli. Et arriver à Barcelone par la mer est vraiment spectaculaire. Ça n'a évidemment pas la même saveur qu'y arriver en avion par la route. Car pour y arriver, nous avons dû utiliser le vent, tirer des bords, c'est-à-dire remonter au vent en zigzagant. Parce qu'en voilier, évidemment, il n'est pas possible de remonter face au vent à la voile. Puis après, on a visité Barcelone. Et puis nous sommes repartis plein sud, vers Majorque. Cette traversée nous a confrontés à la navigation plus lointaine en semi-hauturier, c'est-à-dire jusqu'à 60 000 des côtes. C'est hyper sympa, la mer est magnifique. On a un peu de houle et on avance bien. C'est plutôt très agréable. Je crois que c'est depuis qu'on est parti, depuis le début des vacances, c'est probablement la phase où on fait le plus de voile depuis le début, sans moteur, vraiment, enfin là on fait vraiment de la voile, c'est vraiment hyper agréable, c'est vraiment le principe de partir plein large avec simplement les voiles, c'est assez grisant comme sensation, c'est vraiment chouette. Jusqu'alors, nos navigations étaient au maximum à 30 000 nautiques d'un abri, y compris lors des traversées du golfe du Lion. Un abri est un endroit où nous pouvons nous arrêter à l'abri des intempéries pour protéger le bateau. Ça peut être un port, mais aussi ça peut être une crique abritée du vent et des vagues. Finalement, ça revient grossièrement à la plus proche distance du bateau à la côte. Et en prenant une ligne droite entre Port-le-Cat et les îles du Frioul, le point le plus éloigné de la côte où nous étions allés est au milieu du golfe du Lion, à environ 30 000 nautiques du Cap d'Agde. Lors de la traversée jusqu'à Majorque, nous étions à un peu plus de 50 000 nautiques de la côte, soit un peu plus de 90 km en pleine mer. Ça devient étourdissant d'immensité et franchement, c'est génial. À cette distance, on y croise, et surtout la nuit, beaucoup de paquebots de croisière, des cargos, des porte-containers et des vraquiers. Notre Atalia 32 paraissait bien minuscule à côté de ces géants des mers, mais nous étions bien visibles grâce à notre AIS. La lumière qui arrive. Nous avons encore amélioré notre technique de navigation avec un fil rouge pendant tout le voyage. Le vent de face ou vent debout dans le jargon maritime. Nous avons fait le tour de l'île par l'ouest, puis son sud et nous sommes remontés par l'est. Globalement, le vent semblait être principalement de secteur ouest, mais avec des variations importantes à cause des hauts sommets de Majorque, qui détournaient drastiquement le sens du vent par rapport aux prévisions. Nous avons réalisé des dizaines de virements de bord, avec très souvent besoin d'une hauteur en appui pour ne pas se faire arrêter par les vagues. Nous avons donc fait beaucoup de près avec des vagues du vent de face. Là encore, nous avons vu les limites du bateau qui se faisaient arrêter par les vagues, voire qui se plantaient totalement dans les vagues. De plus, la hauteur du pont était insuffisante par rapport à la fréquence des vagues, ce qui fait que les vagues déferlaient sur le pont. Et donc, nouvel apprentissage, attention, c'est un scoop. Le chargement du bateau a un impact direct sur sa performance. Ce n'est pas comme si cela ne paraissait pas évident, mais quand on le vit, on s'en rend mieux compte. On comprend mieux pourquoi, lors des courses larges, il y a une telle préparation pour ne prendre que l'indispensable, avec un souci constant de limiter le poids.
Pour illustrer cela, Erion naviguait facilement à 5 voire 6 nœuds lors de nos navigations de printemps et à la Toussaint. Le bateau n'était pas autant chargé, il n'y avait pas de planche à voile, pas de matériel de plongée, de l'avitaillement et des vêtements pour une seule semaine. Le bateau était beaucoup moins lourd et beaucoup plus rapide. Le sac avec le matériel de planche à voile. Là, on a le sac à ski. On a le paddle. Au final, cette croisière nous a encore fait franchir un seuil. Alors que nous pensions que nous allions garder Erion beaucoup plus longtemps, en tout cas, nous avons réalisé des travaux d'amélioration sur le bateau plutôt dans cette optique, nous nous sommes rendus compte que si nous voulions pouvoir continuer à faire des croisières voyages, comme ce que nous venions de faire, il nous fallait un bateau qui soit plus grand et donc plus rapide pour pouvoir aller plus loin. Et puis, nous souhaitions plus de confort, comme avoir de l'eau chaude, un carré où on puisse être à table tout en pouvant circuler dans le bateau, un réfrigérateur et des réservoirs d'eau que l'on puisse boire, et donc plus grand pour avoir plus d'autonomie et ne plus avoir besoin de transporter des centaines de litres d'eau en bouteille lors des escales. Bon bah on l'a fait, il a fait un peu chaud. Je transpire légèrement. Voilà. Ça démarre bien. Commentaire? Il fait chaud et c'est lourd, c'est très lourd. Ouais, c'est lourd. Mais t'as trouvé la technique à partager. Le pire, c'est qu'on boit tout. Ah oui, ça va faire proche. Nous avons consommé près de 350 litres d'eau lors de cette croisière, uniquement en boissons et en eau pour la cuisine. Les pâtes, le café, le riz, etc. Et puis, nous souhaitions plus de place, notamment pour les enfants qui se partageaient la cabine avant d'Erion. Cela ne posait pas de problème pour eux vu leur gabarit au début, mais ils grandissent super vite et ce n'est pas fini, alors que la taille de la cabine est fixe. Il fallait soit leur trouver une cabine plus grande pour les deux, soit leur trouver un bateau où ils pourraient avoir chacun leur chambre. D'un point de vue de navigation, j'étais jusqu'alors plutôt partisan de la barre franche, car on ressent directement le bateau via le safran. Cela permet de barrer de manière plus intuitive. Par exemple, lorsque le bateau prend une vague, le passage de la vague sur le safran se ressent directement dans la barre, puisque la barre est directement fixée au safran. La pression de la vague se ressent donc dans le bras qui barre, et assez naturellement, on peut compenser pour garder un cap ou une direction à peu près rectiligne. Bon, on lutte, on lutte, on lutte. Le vent se calme un peu. Tout à l'heure, on avait 22 nœuds, jusqu'à 22 nœuds. Là, il n'y a plus que, entre guillemets, 14 nœuds et demi, 15 nœuds. Bon, par contre, il y a vachement de vagues encore. Donc, on a toujours un riz dans la grand voile. On a pas mal navigué sans génois du tout. Et là, on a remis une petite pointe qui permet d'avancer un petit peu mieux. Alors, c'est compliqué. On avance à... Tout à l'heure, on était à 1 nœud et demi, 2 nœuds. On n'avançait pas. Là, on arrive à avancer un petit peu plus. Mais les vagues qui sont quand même assez impressionnantes nous arrêtent, quoi. Il y a certaines vagues qui font 2 mètres. Hein. Tout à l'heure, on a eu des petites aventures avec une vague qui nous est passée par-dessus. On a enfourné. La vague, elle est remontée sur le pont. Ça a soulevé un chandelier qui soutenait la planche à voile, donc il a fallu remettre ça en place. Bon, c'est musclé, c'est un peu hardcore quand même. Tu t'es trompé, oui. Voilà. Ça reste vrai, mais lorsqu'on doit barrer pendant plusieurs heures sur une mer formée, avec un vent soutenu car le pilote ne tient plus, eh bien, disons que ça fait les bras et le dos. C'est très physique. A contrario, une barre à roues possède un système de démultiplication avec un engrenage et une chaîne, ou des câbles, qui décuplent la force entre la rotation de la barre à roues et la rotation du safran. La force d'une vague sur le safran est donc moins ressentie au niveau de la barre à roues, car le mouvement induit est beaucoup plus faible. Combiné au fait qu'on barre derrière la roue, donc face à la direction du bateau, c'est physiquement beaucoup moins éprouvant. C'était décidé, avoir une barre à roue au lieu d'une barre franche serait un critère pour un futur bateau. Petit à petit, l'idée de changer de bateau a fait son chemin. Et lors de notre traversée retour, nous avons même fait une liste de nos critères pour un nouveau bateau. De bilan de cette navigation-là avec Erion. Et du coup, chacun d'entre nous, on a des envies, des choses qu'on aimerait avoir de différentes. Et donc, l'idée, ce que je te propose, c'est qu'on te les présente. Voilà. 2 événements ont provoqué la décision de franchir le pas. D'une part, notre navigation retour jusqu'à Port-Bou, qui n'a pas été de tout repos.
Et d'autre part, à notre arrivée à Port-le-Cat, nous avons appris que nos voisins de Ponton avaient acheté un Oceanis 411 à un prix super intéressant. L'objectif d'avoir un nouveau bateau devenait une possibilité réaliste. Et après les vacances, nous nous sommes lancés dans la prospection avec une analyse exhaustive de l'intégralité des bateaux en vente en France, en Espagne, en Italie et même jusqu'en Grèce, où nous avions trouvé un bateau super équipé à un prix très compétitif. Nous n'avons pas poursuivi, car le bateau était quand même loin et le coût des allers-retours en avion pour visiter le bateau dégradait significativement l'attrait financier, bien qu'il soit vendu vraiment moins cher qu'en France. Et de plus, la gestion de l'expertise à distance, puis la préparation et le convoyage retour jusqu'à Port-le-Cat est assez complexe à organiser. J'avais fait des simulations de navigation retour, et ça indiquait environ 10 jours de navigation minimum, non-stop, qui étaient difficiles à caler avant les vacances d'été, vacances où nous savions que Corinne serait au travail pour les Jeux Olympiques. Et quelques mois plus tard... Bon, et bien, nous voilà à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et on va aller voir un bateau, un Oceanis 393, et on va voir si il correspond à ce qui est décrit dans l'inventaire, mais on a peut-être une piste pour avoir un beau bateau. Par où?